parlant avec M. Zirem, j'ai dit, est-ce que vous souhaitez que j'aborde particulièrement une ou des questions et finalement, je ne sais plus si c'est sur ma suggestion ou la sienne, mais en discutant, on a dit que je parlerai particulièrement de la question des droits de l'homme, parce que dans le domaine associatif, c'est une question qui est toujours au centre des débats, que l'association s'occupe de questions culturelles, politiques ou syndicales ou autres. Il se pose le problème de la liberté de sa constitution, de la liberté d'expression de ses aspirations, de ses revendications, se pose la liberté de ses alliances avec d'autres, et donc des regroupements, de ses contacts avec d'autres associations du pays où elle se trouve ou d'autres pays, et donc la question des relations internationales aussi avec les autres se pose. Les droits de l'homme sont, de ce point de vue, toujours d'une importance considérable pour les associations. Donc on a décidé que le thème des droits de l'homme pourrait être un peu privilégié, pour moi au départ. Libre à vous, si vous le souhaitez, de poser d'autres questions auxquelles je répondrai, comme je disais à Zirem, c'est si je connais. Si je ne sais pas, eh ben, je vous dirai, non, cette question, je ne sais pas. Ou je n'ai pas... j'ai besoin d'un rafraîchissement pour pouvoir l'aborder. Voilà. Alors, donc, je peux maintenant aborder cette question, dont je parle longuement d'ailleurs dans cet ouvrage, de la question de la souveraineté des États et des droits de l'homme. Qu'est-ce qui m'a emmené à penser à cela? C'est que il me semble qu'il est nécessaire de voir comment, dans les pays autoritaires, la plupart des pays sous-développés, pour dire la vérité, je dis la plupart par modestie scientifique, parce que nécessairement, je ne connais pas la situation de tous les pays sous-développés. Il y en a peut-être 125, 130, et je ne connais pas tous ces pays-là et leur situation exacte. Mais je dirais peut-être tout à l'heure que j'ai quand même étudié les constitutions de tous les pays africains, ou presque, et qu'elles se présentent toutes comme des constitutions démocratiques, à peu près du même type que les constitutions des pays de l'Union européenne. On va voir qu'est-ce que cela signifie tout à l'heure. Donc, comment on peut poser cette question, la souveraineté des États et les droits de l'homme, d'une manière générale, dans tous les pays, mais particulièrement dans les pays sous-développés. Bon, tous les États qui deviennent indépendants exercent donc la souveraineté, ce qu'on appelle la souveraineté des États. Même d'une manière très classique, il y a des lectures différentes de la souveraineté des États. La lecture la plus admise dans les opinions publiques, c'est que lorsqu'un État est souverain, non seulement les autres États ne doivent pas intervenir sur son territoire, mais l'État, et cette lecture-là est évidemment très importante, même si on va voir qu'elle est peut-être un peu exagérée et fausse et pose mal les problèmes, l'État intéressé, l'État souverain, peut, sur son territoire, décider librement de ses lois, par le biais de ses institutions, bien sûr, de ses lois, empêcher les autres États d'intervenir dans ses affaires et déterminer comment il applique les conventions internationales. Cette lecture-là est évidemment importante parce que les droits de l'homme sont le résultat de luttes locales, nationales. Elles sont aussi le résultat de luttes qui se déroulent sur le plan international.
surtout les conventions internationales. Les principales règles sont également dans des textes internationaux qui sont des conventions très importantes. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur le droit civil et politique, 1966, conclu sous l'égide des Nations Unies, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, conclu également en 1966 sous l'égide des Nations Unies, le Pacte contre la torture, le pacte traité, convention relative aux droits des enfants, et ainsi de suite. Il y a donc la plupart des questions qui nous parlent des violations des droits de l'homme sur les territoires des États sont également réglées sur le plan international par des traités. La plupart des pays sous-développés adhèrent aux grandes conventions internationales. L'Algérie, par exemple, a ratifié les principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Celles que je viens de citer ont toutes été ratifiées par l'Algérie. Cela n'empêche pas qu'on voit, puisqu'il faut regarder la réalité, comme je disais tout à l'heure, qu'on voit que ces conventions-là, ratifiées par ces États, sont violées très souvent, pas sur tous les points, mais sur de nombreux points, sur les territoires de ces États. Cela veut dire que ces États qui violent ces conventions qu'ils ont pourtant ratifiées, sur lesquelles il y a des luttes sur le plan national, parce que les conventions internationales ne tombent pas du ciel, elles sont aussi le résultat de luttes sur les territoires de ces États, luttes où se mêlent les populations, les groupes d'individus, les syndicats, les associations, etc. Cela veut dire donc, puisqu'on a des ratifications par les États, autrement dit, ils ont donné leur accord à ces conventions, on a des textes. J'ai dit tout à l'heure que les constitutions des pays sous-développés, pour la plupart, notamment pour l'Afrique, sont des constitutions dont les textes sont démocratiques, c'est-à-dire protègent les droits de l'homme. On reviendra peut-être sur ce point. Eh bien, cela veut dire donc que ces États qui violent les conventions internationales qu'ils ont pourtant ratifiées ou qui violent les dispositions constitutionnelles qu'ils ont eux-mêmes établies en matière de droits de l'homme, ont une conception différente de la souveraineté. Ça revient donc à problème des conceptions qui peuvent être en jeu en ce qui concerne la souveraineté. Il est donc, pour comprendre les problèmes à ce sujet, il est donc nécessaire de regarder comment ils font, comment ils peuvent en venir à ce stade, de violer des conventions qu'ils ont pourtant ratifiées, ou des constitutions, qui sont des lois fondamentales dans tout pays. La constitution, c'est la loi fondamentale, qui va ruisseler sur tout le reste, tout le système juridique, politique, etc. La conception de la souveraineté qui est ici employée, c'est celle selon laquelle seul l'État est juge de l'intérêt national qui doit être mis en œuvre et qui doit se traduire dans les politiques qui peuvent avoir cours dans un pays. Autrement dit, c'est une conception qui milite pour une souveraineté de type absolutiste. Celui qui détient la souveraineté, c'est l'État, et l'État a donc la capacité de juger de ce qui est bien pour le pays et de ce qui n'est pas bien pour le pays. C'est une conception qui est très largement partagée, même dans les pays développés, même dans des pays qui ont adopté des systèmes démocratiques. Simplement, dans les pays qui ont adopté des systèmes démocratiques, la scène politique où se joue la mise en œuvre de la souveraineté, ça se joue avec des politiques qui sont mises en œuvre, qui sont énoncées, discutées et mises en œuvre. Eh bien, la scène politique
n'est pas la même dans les pays développés et dans les pays sous-développés. Dans les pays développés, l'État ne peut pas exercer une souveraineté de type absolu. C'est-à-dire, c'est lui tout seul qui détermine. C'est le gouvernement, le président de la République, tel ministre, telle structure qui détermine ce qui est bien pour le pays et comment il peut mettre en œuvre un traité international, comment il peut mettre en œuvre un principe constitutionnel, par exemple les principes constitutionnels qui énoncent les droits des citoyens, les droits de l'homme. Si vous regardez comment ça se passe en France, mais c'est la même chose aussi dans d'autres pays, avec des variations qui viennent des différences de culture, des différences de rapports sociaux, de l'histoire de chacun des États. Si vous regardez par exemple en France ou en Italie ou en Grande-Bretagne, si le chef de l'État viole le principe de la séparation des pouvoirs, il ne reconnaît pas le droit du Parlement d'enquêter, par exemple, il y a un branle-bas de combat tel que sa stabilité entre en jeu. Il n'a donc pas intérêt à s'avancer sur ce terrain de manière inconsidérée. Il peut s'avancer parfois, mais c'est à ses risques et périls. De la même manière, si vous touchez au droit syndical, en Angleterre ou en France ou en Belgique, etc., eh bien, vous allez avoir toute une série de forces qui vont se lever dans la société pour contester cette intrusion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des droits obtenus par les syndicats au cours de leur histoire et de leur lutte. On peut multiplier les exemples de ce type pour voir que dans les pays démocratiques, ce n'est pas seulement donc la Constitution qui détermine les rapports de force et qui détermine la protection des individus et des groupes, des syndicats et autres, des groupes de population. C'est aussi les forces qui agissent dans la société. Lorsqu'il n'y a pas ces forces, et on est alors dans la situation de très nombreux pays sous-développés. Chacun voit que dans la grande majorité des pays sous-développés, la justice n'est pas indépendante. Il n'y a pratiquement pas de pays sous-développés où la justice est véritablement indépendante. Eh bien, lorsque le pouvoir politique, le ministre de la Justice par exemple, ou le président de la République dans la plupart des systèmes politiques, prend des décisions sans consulter les organes ou les organismes représentatifs du monde judiciaire, eh bien, peut avoir ici et là quelques protestations, mais la décision gouvernementale empiétant sur le pouvoir du juge, ou le contournant, ou détournant ce pouvoir du juge, ou le manipulant, est une réalité. Autrement dit, lorsqu'on touche la presse, on peut arriver au même résultat. Les atteintes à l'exercice des droits de la presse, des journaux par conséquent, et d'autres médias, sont très souvent mis en cause, et la capacité des organisations représentatives de ces milieux-là est fragile. Capacité qui n'arrive pas à protéger les droits des intéressés. Autrement dit, alors qu'on a dans certains pays des forces sociales organisées, ça ne leur tombe pas du ciel, c'est toute une histoire. Un jour, je demandais au fils à un étudiant pourquoi il s'intéressait à telle manifestation. Je l'avais rencontré au cours d'une manifestation, c'était un de mes étudiants, et il me disait, écoutez, monsieur, vous savez, mon grand-père a fait de la prison pour le droit de manifester. Autrement dit, c'est toute une histoire des peuples, des populations, des gens, des citoyens d'un pays, qui arrivent à
former des organisations sociales structurées luttant pour l'effectivité de leurs droits et donc des droits. On n'a pas cette configuration dans les sociétés des pays sous-développés. Autrement dit, c'est depuis quelque temps seulement que commence la lutte dans les sociétés des pays sous-développés. On le voit pour l'Algérie par exemple, ou pour l'Afrique du Nord, on connaît mieux, on voit bien combien sont fragiles les associations. Si je regarde ce que j'ai fait en matière associative, l'une des rares associations à laquelle j'ai contribué pour la créer ou la former, qui reste encore 20, 30 ans, 40 ans après, c'est l'Amnesty International. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on aurait pu échouer aussi, et qu'elle ne dure que quelques années, comme beaucoup d'autres associations. C'est parce que, avec Amnesty International, j'avais aussi à côté de moi toute une organisation internationale qui, dans les moments où on aurait pu chuter, était là pour qu'on s'accroche, qu'on nous aide et qu'on survive. Sinon, dans les pays sous-développés, c'est extrêmement difficile d'avoir des organisations de défense des droits de l'homme. Voyez en Algérie combien c'est fragile. Le nombre de ligues des droits de l'homme qui existent, ce sont des ligues concurrentes, ennemies entre elles. Ce ne sont pas des ligues qui se spécialisent dans tel domaine et donc qui concourent vers la réalisation des mêmes objectifs. Ce sont des ligues qui sont très différentes les unes des autres, sont souvent ennemies. Elles viennent de scission d'une ligue ou de deux ligues dont les objectifs peu à peu divergent. C'est autant de fragilité pour la mise en œuvre des droits de l'homme, pour la lutte pour les droits de l'homme. Alors, à cela, à ces, disons, cette situation un peu objective, elle vient d'une longue domination étrangère, elle vient du sous-développement lui-même legs d'une histoire, pas seulement le sous-développement ne tombe pas non plus du ciel, ce sont les conséquences de tout ça. C'est, disons donc, c'est une situation un peu objective, même si elle est variable d'un pays à un autre. S'ajoutent les politiques des États. L'État dit qu'il est souverain. Si on prend l'exemple de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord, vous voyez comment se comporte l'État nord-africain, disons, en matière de droits de l'homme. Le principe fondamental qui est développé par les conventions internationales et par les luttes nationales des droits de l'homme, c'est, par exemple, non seulement l'acquisition d'un certain exercice d'un certain nombre de droits, mais il y a des lignes de force, principe. C'est l'universalité des droits de l'homme. L'universalité des droits de l'homme qui est développée par ces conventions ratifiées par les États et qui est découverte dans la pratique, même si on ne la connaît pas sur le plan théorique, qui est découverte dans la pratique par les luttes des droits de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est tous des êtres humains et à partir de là, chaque être humain a droit d'être traité dignement. C'est le principe de la dignité qui est, disons, la base même, le point de départ de tout militantisme en matière des droits de l'homme, de toute volonté, de toute prise de conscience qu'il faut défendre les droits des personnes, que ce ne sont pas des bêtes, ce sont des êtres humains, et donc ils ont droit à la dignité. Si c'est un principe qui touche toute l'humanité, c'est donc qu'il touche le français, le portugais, le chinois, le russe, l'algérien, le tunisien, le marocain, etc. Il y a du coup, à travers l'universalité des droits de l'homme, une sorte de liaison internationale qui devrait pouvoir s'opérer entre ceux qui défendent
le même idéal. Ils ont la même approche. Je peux donc demander, sur la base de cette conception, qui est inhérente à tous ceux qui veulent le respect des droits des personnes. On ne peut pas y échapper. Si vous demandez le respect des droits des personnes, vous demandez leur dignité, qui va se traduire par une multiplicité de droits, en tant qu'être humain, ce n'est pas pour favoriser tel groupe ou tel autre, alors vous tombez immédiatement dans une conception qui est l'universalité des droits de l'homme. Cette manière de voir est par définition contraire à la manière de voir des États développés ou pas, mais particulièrement les pays en développement évidemment autoritaires. Elle est d'emblée contraire à leur manière de voir, de concevoir la souveraineté. Parce que si vous dites universalité des droits de l'homme, vous dites solidarité internationale, vous dites des liens avec l'étranger, vous dites la possibilité que vous alliez au secours de ceux dont les droits sont violés ailleurs, au nom de la dignité humaine, parce que quelque part vous êtes aussi de cette famille-là. Cette manière de voir ne convient pas, par définition, à l'État, surtout s'il est autoritaire. Pourquoi? Eh bien parce que lui, il dit, État souverain, c'est moi qui détermine comment s'appliquent les droits de l'homme sur mon territoire. Vous voulez demander l'aide à l'étranger au prétexte que je vous opprime, mais vous êtes donc à la solde de l'étranger. Vous êtes en train d'agir à travers vos revendications soi-disant pour les droits de l'homme. Vous êtes en train d'agir pour faciliter des ingérences extérieures. Vous êtes donc une espèce de plateforme qui, à partir de laquelle me guette l'intervention de l'étranger. Comment? Surtout si le pays vient d'acquérir l'indépendance, ou si on glorifie sans cesse ce problème, précisément parce que ça conforte cette conception de la souveraineté. Alors, vous devenez un agent de l'étranger. Quels sont les militants des droits de l'homme qui peuvent dire qu'ils ont été actifs dans des pays autoritaires et ils n'ont pas subi ce sarcasme de la part des autorités publiques, sarcasme selon lequel ils sont des traîtres à la nation, ils sont des agents de l'étranger. Alors on le dit clairement parfois, on le dit moins clairement dans des journaux, mais parfois on le dit aussi dans des discours beaucoup plus officiels qui sont ceux des responsables gouvernementaux. Vous voyez donc qu'on a des conceptions tout à fait différentes selon que... Or, par nécessité, dans un pays autoritaire, l'universalité des droits de l'homme pousse à demander à l'étranger une aide. Bon, il ne demande pas des aides au gouvernement, il demande des aides à des ONG. Ces ONG deviennent du coup, elles aussi, des instruments de pouvoirs étrangers, des espèces de chevaux de Troie qui vont venir sur le plan national avec leurs filiales, leurs alliés, qui sont les militants des droits de l'homme, pour porter atteinte à la souveraineté nationale et mettre le pays, et donc ses ressources, au service de l'étranger. Ce n'est pas évidemment la conception des militants des droits de l'homme. J'étais surpris dans mon propre milieu professionnel de voir que même des professeurs de droit relayent cette conception de la souveraineté des États en disant que sur un État, l'État est souverain, il peut donc lui-même voir comment il met en application la Constitution, les conventions internationales et donc les droits de l'homme, présentant du coup, même si c'est sans commentaire, l'argument de l'État selon lequel les ONG des droits de l'homme et les militants des droits de l'homme donnent prise
ça c'est la version soft, donne prise aux étrangers en relayant ces discours et en critiquant les politiques de l'État, notamment dans les domaines des droits de l'homme. Ce n'est évidemment pas cette conception qu'ont les militants des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que les militants des droits de l'homme estiment au contraire que la souveraineté de l'État doit conduire à fortifier les droits des personnes et des groupes, des syndicats, des associations. Pourquoi? Parce que ces associations, ces groupes, ces personnes sont souvent conscientes de l'intérêt national, veulent le défendre, sont des patriotes, mais dans des optiques politiques, dans des conceptions d'organisation sociale, de programmes économiques différents de celles des États. Ces associations, ces ONG, ces militants des droits de l'homme estiment au contraire que les politiques gouvernementales mènent le pays sur des sentiers qui dilapident les ressources humaines et matérielles du pays. Par exemple, ces associations estiment que lorsque l'État favorise la torture ou ne lutte pas contre la torture, il porte gravement atteinte à la nature même de l'État. Et du coup, ces politiques qui ne dénoncent pas ou ne luttent pas suffisamment contre la torture ruinent le prestige du pays, sapent sa cohésion sociale. Quand on torture dans un pays, la cohésion sociale est atteinte. C'est pas elle peut être atteinte, elle est atteinte. Et on peut multiplier le nombre d'exemples qui indiquent que les politiques des États autoritaires qui violent les droits de l'homme, non pas exceptionnellement par une dérive de tel ou tel service, mais comme un axe politique. Chaque fois qu'il y a des difficultés, des conflits internes, et il y en a souvent, évidemment, dans tous les États, mais il y en a peut-être plus encore, plus graves, dans des pays sous-développés et dans des pays autoritaires. Eh bien, dans ces conditions, le problème qui est en cause, ce n'est pas l'amour du pays qui n'existerait pas chez le militant des droits de l'homme ou chez l'ONG impliqué dans ces débats. C'est un amour du pays qui est complètement différent. Les conceptions de la souveraineté, on utilise certains éléments qui font que l'on peut aller vers telle conception ou telle autre. Ça deviendrait un peu trop technique, mais on voit suffisamment avec cette manière de voir donc les différences politiques, les projets gouvernementaux, les relations entre le pouvoir et la société, comment en réalité ce sont simplement des conceptions différentes qui sont en œuvre et non pas le fait que l'ONG qui défend les droits de l'homme ou le groupe de militants des droits de l'homme serait antinational ou ne souhaite pas préserver son pays des intrusions étrangères. Alors, on peut, en allant un peu plus sur le plan international, voir aussi un autre problème qui s'est posé, qui rappelle un peu tout ce que l'on est en train de dire en matière de conception de la souveraineté. C'est un problème qui s'est posé cette fois sur le plan international, toujours à propos des droits de l'homme et à propos de souveraineté. Vous savez qu'il y a un certain nombre de conflits internes dans certains territoires, par exemple l'ex-Yougoslavie, ou par exemple la Somalie, ou d'autres problèmes aussi. Le problème s'est posé au moment de la guerre civile en Algérie. Certains ont estimé que dans ces conditions, lorsqu'on a une atteinte massive aux droits de l'homme, nous sommes donc toujours dans la question des droits de l'homme, la souveraineté des États doit être écartée, l'État incriminé sur le territoire duquel se déroule le conflit où on constate des violations massives des droits de l'homme. Dans de tels cas, la souveraineté de l'État doit être
écartées pour que des États étrangers puissent intervenir et mettre fin, par exemple, à ce qui est considéré comme un génocide, purification ethnique, comme on disait pour la Serbie, dans certains coins de l'ex-territoire de la Yougoslavie, ou pour la Somalie, où il y a eu des massacres de population, et ainsi de suite. Dans ce cas, nous sommes en face du problème suivant. On a un État qui est souverain, ça peut être l'Irak de Saddam Hussein, et Saddam Hussein n'y va pas avec le dos de la cuillère pour traiter ses populations. Ça peut être l'Algérie, la répression en Algérie à la suite des élections de 91, puis de tout ce qui s'en est suivi, était très forte, et donc le problème était soulevé, même s'il n'a pas été très loin. On peut multiplier le nombre d'exemples où il y a des violations massives des droits de l'homme et où, sur le plan international, certaines forces estiment qu'il faut écarter la souveraineté et intervenir pour mettre fin à la purification ethnique, génocide, crimes contre l'humanité, etc. Comment on peut poser ces problèmes? Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'on va mettre fin au principe, à la règle fondamentale en droit international, que les États sont souverains, qui sont donc maîtres chez eux, que par conséquent le recours à la force n'est pas admis contre les États souverains. Il y a seulement deux possibilités où le recours à la force en droit international est admis. Ces deux possibilités, c'est le Conseil de sécurité, dont je parlais tout à l'heure, qui décide. La charte lui reconnaît ce droit, tous les États ayant adhéré à la charte reconnaissent ce droit, et par conséquent, le Conseil de sécurité a effectivement le droit, conformément à des accords internationaux acceptés par tous les États, d'intervenir. Le problème, c'est que dans ces cas-là, le Conseil de sécurité n'arrive pas à décider par suite des divergences entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est donc neutralisé. Les États n'ont pas mis en place un autre accord qui permet de dire « Ah non, dans tel cas, il n'y a pas de souveraineté des États qui compte. On intervient parce qu'il y a un génocide qui se prépare ou qui est en cours. Il y a des crimes contre l'humanité systématiques, etc. Et on sait ce que c'est, le droit international. Des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. On sait ce que c'est. Donc le problème n'est pas là. Mais les États ne se sont pas mis d'accord sur ça. Le seul principe donc qui existe, c'est le principe de non-intervention sur les territoires des États étrangers souverains. Et donc, la conclusion est simple. En l'absence d'accords internationaux avec tous les États intéressés, il n'y a pas de possibilité d'intervention. Alors on peut le regretter. On peut dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites du génocide qu'il y a? Je dis, ça, ce n'est pas un problème moral. Il ne faut pas conclure, à partir de cette situation de fait, qu'il faut violer le droit international, c'est-à-dire violer les fondations de la maison pour que la maison sécurise en entier et aller intervenir. C'est la faute des États, notamment des États intéressés, s'ils ne se sont pas mis d'accord. On voit cette question-là surgir régulièrement et ils sont là, ils attendent que ça pourrisse pour pouvoir dire « Ah oui, là je vais intervenir. Je vais intervenir dans tel et tel pays pour pouvoir mettre en place. » Donc, ça ne va pas comme optique. On ne peut pas baser la légitimité, la licéité, comme on dit en droit international, c'est-à-dire la régularité juridique d'une intervention sur le territoire d'un État, au prétexte moral que il faut intervenir, sinon ils vont mourir. Parce qu'il fallait le faire avant, d'autant que les problèmes sont toujours là et qu'on ne se met toujours pas d'accord sur ces questions. C'est donc le plus fort qui, en réalité, va pouvoir faire pencher la balance en faveur de l'intervention. Ils vont même plus loin, puisque l'intervention des États-Unis en Irak contre Saddam Hussein, qui est un prototype de la dictature, donc ce n'est pas pour le défendre, qui est un prototype de massacreur de population, Saddam Hussein. Eh bien, l'intervention américaine
est contraire au droit international. Elle a fait plus de mal que de bien. Évidemment, chacun le voit maintenant, mais à l'époque, les gens ne voulaient beaucoup, pas les gens, mais beaucoup ne voulaient pas en parler. Ceci signifie que, finalement, ces types d'interventions qui, au départ, devaient, au nom des droits de l'homme, favoriser le respect des droits de l'homme, mettre fin à des massacres de population, peuvent génèrent même systématiquement, si on voit tous les exemples qui ont eu lieu à ce sujet, génèrent systématiquement des massacres de population plus importants encore. Alors, cela ne signifie pas que tenant ce discours, on se met donc du côté des dictateurs qui ont amené ces situations, qui ont avant massacré. Je ne me mets pas du côté de Milosevic, de Serbie, lorsque je dis il ne faut pas intervenir sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Je dis simplement que ce qui peut se produire après va être tout aussi grave, ou peut-être plus grave, que ce qui s'est produit avec le dictateur, et que donc la solution n'est pas là. De la même manière, on le voit en Irak. Évidemment, moi j'ai toujours refusé de soutenir Saddam Hussein. Et lorsqu'on m'a demandé en Algérie, au moment de la guerre, justement, de marcher avec devant un portrait de Saddam Hussein, j'ai dit non, je marche pour le peuple irakien. Mais si vous mettez le portrait de Saddam Hussein en face, ça veut dire que je marche aussi pour lui. Je ne peux pas marcher. Et donc j'ai refusé de participer. Donc le problème n'est pas de soutenir celui qui a massacré. Le problème, c'est d'éviter que l'intervention étrangère ne dégénère sur une situation que l'on peut beaucoup plus difficilement encore rattraper, sur des maux qui sont beaucoup plus difficiles à guérir que la situation précédente. Autrement dit, on se fourvoie dans des dérives supplémentaires en prônant l'intervention étrangère au nom des droits de l'homme. Voilà donc, là aussi, quelque chose qui nous parle à la fois des conceptions des droits de l'homme, des mélanges des genres entre morale, droit, politique, qui nous parle de la conception de la souveraineté. Les États sont souverains, mais quand on estime que la morale est atteinte, alors on peut intervenir avec les problèmes que l'on voit. Comme toujours, je vais terminer cette intervention par là. Bien sûr, regarder la réalité, essayer d'en rendre compte, mais en même temps, ne pas se prosterner devant le rapport de force qui se dégage de ce constat. Essayer au contraire d'y voir clair par une analyse critique. Merci beaucoup. Ah, merci à toi, Galmadine. On apprend beaucoup de choses avec toi. Certains considèrent que la situation en Kabylie est telle qu'il est possible de poser les problèmes qui se posent en Kabylie en termes de domination étrangère et par conséquent en termes d'aspiration des populations pour accéder à l'indépendance. Je pense que pour certains, le problème se pose comme ça. Par exemple, dans la réponse du leader de ce mouvement que j'ai vu dans la presse à ceux qui estimaient que la constitution d'une force armée en Kabylie, de milice, pour défendre en quelque sorte l'idée d'une indépendance de la Kabylie pouvait être une dérive, il a répondu que cette réponse est une réponse d'un Algérien et que sa position, c'est la position d'un Kabyle. Autrement dit, il y a une différence pour lui nette entre la Kabylie et l'Algérie. Est-ce qu'on peut, au-delà des trucs, des difficultés ponctuelles que l'on invoque à l'égard de ce problème, par exemple, on dit, mais alors, moi, Kabyle, je ne pourrai pas aller en Oranie librement, il faut un visa, il faut... C'est ça que j'appelle des questions ponctuelles. Parce que
Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir si un Kabyle peut aller un Kabyle est Kabyle, il va quand même en Belgique ou en Ouganda. Donc, ça, c'est des problèmes de visa. C'est autre chose. Il y a, plus sérieusement, le problème de la viabilité d'une région en tant qu'État indépendant. Mais même, c'est une question importante, mais même ça, je pense qu'on peut dépasser cette question. Le problème de la viabilité d'une région qui réclame l'indépendance est une question qui a d'abord été soulevée beaucoup par le colonisateur, quel qu'il soit, français, belge ou autre. Mais comment vous allez vivre, vous, en tant qu'État indépendant, alors que c'est nous qui vous apportons? C'est ce qu'on dit aujourd'hui à l'égard de colonies XY dans le monde. Donc, elle est importante, parce que c'est vrai que si je préconise l'indépendance d'un territoire, il faut quand même que je vois qu'il peut, avec ses ressources humaines et matérielles, vivre et se développer. Donc, c'est une question importante, mais la question fondamentale, pour qu'une région puisse prétendre ou croit pouvoir exercer un tel droit, c'est sa volonté de vivre en tant que grande majorité de la population, en tant qu'État indépendant. Sans lien juridique, autre que ceux de la coopération qu'on a avec tous les États étrangers, sans lien juridique avec ça. Je dis, moi, vous voyez, je vais direct, que si je pose ainsi le problème, je n'ai jamais vu. Je connais quand même la Kabylie, même si je vis ici. Et je la connais en fait depuis toujours. Je n'ai jamais vu. Y compris lorsque j'ai fait des conférences, lorsque j'ai circulé, y compris lorsque je ne suis pas d'accord avec tel et tel dans le cadre de débats publics. Je n'ai jamais vu des forces qui m'indiquent qu'en Kabylie, on veut vivre indépendant. Il y a des gens qui, depuis toujours, ont estimé que il serait mieux si la personnalité, si l'autonomie, si telle mesure, etc. était prise. Mais moi, je n'ai pas vu de force. J'ai vu des gens indiquant que le problème se pose. Mais je n'ai pas vu de force m'indiquant que le peuple en Kabylie, je ne dis pas des gens, que le peuple en Kabylie veut vivre en dehors de l'Algérie ou de l'Algérien tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est le point fondamental qui me fait prendre position sur cette question. Et du coup, ma position est donc très claire, je ne suis pas pour l'indépendance. C'est que moi, je suis un enfant de la colonisation, qui a été colonisé. Et donc, j'ai toujours rêvé, d'abord comme enfant, au milieu de ma famille, de mon village, ensuite comme scout musulman d'Algérie, au temps de la colonisation, scout musulman d'Algérie, c'était une école pour former des nationalistes. Autrement dit, mon origine, c'est d'être nationaliste, même si plus tard, je me suis élargi à d'autres aspects, que je ne suis pas seulement nationaliste. Eh bien, il y a des choses qui me heurtent. Comment tous ces sacrifices qui ont été consentis par l'Algérie, la Kabylie notamment, peuvent un jour déboucher sur quelque chose qui fait que je ne me reconnaîtrai pas dans l'Algérien et dans l'Algérie. C'est quelque chose qui, pour moi, est comme un coup porté à ce que j'étais, à ce que je suis et à mon itinéraire et ma perspective. Donc si un jour je devais parler publiquement, plus largement encore qu'ici, c'est dans cette perspective que je parle. Je ne pense pas qu'on puisse invoquer un quelconque des responsables qui ont conduit la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, y compris en Kabylie,
qui ne prendrait pas avec beaucoup de douleur, en quelque sorte, l'idée que la Kabylie va se détacher de tout ce pourquoi elle a lutté, c'est-à-dire l'Algérie, y compris le Sahara, y compris les montagnes, y compris toute l'Algérie. C'est un problème que d'être opposé aux politiques gouvernementales. C'est un autre problème que de dire « Ah, puisque ce gouvernement m'opprime, j'obtiendrai ma liberté en me séparant de tous les autres. » C'est beaucoup plus difficile d'organiser la lutte pour la liberté de l'Algérie en essayant de l'organiser avec tous les autres. C'est-à-dire en gardant l'unité historique de ce pays. Maintenant, d'un point de vue conceptuel aussi, franchement, je pense que ce projet manque de maturité conceptuelle. Alors, je ne veux pas dénigrer tel ou tel, mais ça, c'est un fait que je vois. Qu'est-ce que j'appelle manque de maturité conceptuelle? Je crois que, au départ, l'Algérie d'aujourd'hui était d'abord une Algérie amazigh. Toute l'Algérie, en fait toute l'Afrique du Nord, l'Algérie est amazigh dans son ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas la Kabylie qui est amazigh, c'est toute l'Algérie qui est amazigh. Alors, je vois mal la conception d'une revendication indiquant que, au nom de l'amazighité, l'Algérie étant opprimée précisément par la non-reconnaissance de son amazighité, elle doit se séparer de l'ensemble amazigh, qui est le sien, qui est son être aussi. L'Algérie amazigh, elle est aussi dans l'Oranie, elle est dans les montagnes vers Khenchela, elle est dans le sud avec les Touaregs, et elle est dans le Constantinois aussi, ainsi de suite. Donc, d'un point de vue conceptuel, je ne vois pas comment on peut, par un raisonnement, partant d'une oppression qui peut être réelle, d'une culture ou de droit ou autre aspect, partant d'une oppression qui peut être réelle, aboutir à un projet qui tourne le dos, finalement, dans la pratique, à l'amazighité de toute cette région, et notamment de toute l'Algérie. Voilà un peu ce que je pense. Il faut que le peuple kabyle veuille être indépendant. C'est ça la base de la réhabilitation de la torture, de la Maurice Audin, ou plus exactement la reconnaissance que le système politique de l'État français pendant la guerre d'Algérie a conduit la torture. C'est ça qu'il a reconnu. Il n'a pas seulement reconnu Maurice Audin. Il a dit le système de gouvernement pendant la guerre d'Algérie a favorisé la torture et a donc fait en sorte que l'armée française torture. C'est déjà différent de dire il a juste réhabilité. Évidemment, du coup, il réhabilite, plus exactement, il ne réhabilite pas, il reconnaît que le système politique français a utilisé la torture. Alors, le système politique français, ça veut dire que ce n'est pas forcément l'armée. L'armée a été poussée à. C'est comme si on a donné une injonction à l'armée d'utiliser tous les moyens, y compris la torture. Et donc, il s'est gardé d'attaquer de manière frontale l'armée française. De son point de vue, je pense qu'il essaye donc d'éviter que l'armée qu'il a déjà un peu apostrophée tout à fait au début de son mandat puisse de nouveau se cabrer. Donc ça, c'est une affaire de politique. Il a répondu, ce faisant, à un aspect de la politique française, de la scène politique française. En incriminant le système, il essaye de se poser, lui, comme un système nouveau.
Et c'est ce qu'il prétend justement apporter dans le système politique français. Il incrimine le système avant, pendant la guerre d'Algérie. Et donc, c'est une manière de se détacher de ce système-là, puisque lui, il est nouveau et qu'il recompose la scène politique française, ce qui est un peu vrai. Ce faisant, je crois qu'il ouvre la voie à des problèmes qui ne sont pas indiqués tout de suite, mais qui peuvent être à venir. C'est très difficile, dès lors que l'on reconnaît que le système politique a favorisé la torture et l'a pratiquée, à une période, de ne pas voir qu'il y a d'autres populations qui ont été torturées. Mais probablement, on va voir ce que cela va faire à l'avenir. Probablement que cela ne peut pas se faire sans condition, parce qu'il s'agit de problèmes politiques. Il s'agit donc d'intérêts politiques, de conduite de politique par les États. Autrement dit, il est probable que ce gouvernant français va dire « Moi, je reconnais qu'il y a eu la torture. Mais vous, par exemple, vous, pouvoir en Algérie, qu'est-ce que vous pouvez reconnaître ?» Et tout de suite, on voit les populations qui vont s'avancer pour dire « Nous aussi, on a été torturés. » Le problème, c'est que là aussi, c'est à double tranchant. Parce que si au lendemain de l'indépendance, il y a des personnes, un groupe de personnes qui, parce qu'elles n'étaient pas pour l'indépendance, ont été malmenées, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque certains sont morts, la France aussi a participé à ce mauvais traitement à l'égard de gens qui se sont engagés avec elle et dont elle n'a plus voulu, qu'elle a rejeté. Alors, ce n'est pas la torture, mais c'est quand même des traitements qui sont une méconnaissance grave des droits de tous ces gens-là. Donc vous voyez tous les problèmes que ça soulève après. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir et comment tout cela va être traité. On peut juste dire que pour l'instant, le gouvernement en Algérie a émis, semble-t-il, quelque intérêt à cette évolution de la part de la France, a indiqué qu'il souhaite que ça aille encore plus loin pour reconnaître la torture pratiquée à l'égard de tous les Algériens par l'armée française, mais il ne s'est pas beaucoup plus avancé, parce que je suppose qu'il sait très bien jusqu'où lui-même peut aller dans ce domaine, peut-être pas très loin non plus. D'autant que même bien après l'indépendance, la torture a été pratiquée en Algérie. Vous voyez donc qu'on est dans un domaine où un pouvoir politique marche sur des œufs.